Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Bonjour à tous. 10 heures. 10 heures, c'est le total d'émissions sur l'Égypte. Vous avez été, pour ceux qui ont aimé évidemment, gâtés. J'ai reçu des messages de remerciements, faut le savoir, mais aussi pas mal de reproches aussi, me reprochant notamment une chose, c'est de ne pas avoir parlé d'un sujet qui vous a touché, visiblement, en tout cas ceux qui m'ont reproché ces petites choses. Alors gentiment toujours, c'est vrai que j'ai de la chance. Quid des Hébreux en Égypte? Et Moïse? Et les 10 commandements? Les 10 commandements. Voilà 3 mots qui nous transportent à nouveau dans des temps lointains, mystérieux et captivants. Alors tout de suite, on a des images qui nous viennent en tête, des images célèbres bien sûr, combien de peintres, de sculpteurs et plus tard de cinéastes, parmi lesquels bien entendu Cécile B2000, qui ont représenté les Hébreux, peuple innocent et pacifique, asservi par un pharaon forcément cruel et tyrannique, assoiffé de puissance et de gloire. Comment oublier le magnifique Charlton Heston, bien sûr, Moïse magistral et colossal, tenant à 2 mains les 2 célèbres stèles de pierre, gravées des paroles de Dieu, les fameux 10 commandements, écrits de la main même de Dieu. Image devenue évidemment légendaire, une véritable icône, ou encore parce que, il faut savoir, moi j'adore les parodies, le fameux Moïse de Mel Brooks qui revient de la montagne avec 3 tablettes et qui en fait tomber une, vous savez, qui se casse en 2 et passant de voici les 15, boum, non, les 10 commandements, mais tout ça, est-ce que tout ça est une légende ou simplement l'écho d'un événement historique ? Les Hébreux ont-ils réellement séjourné en Égypte? Ont-ils vraiment été réduits en esclavage par des fonctionnaires égyptiens forcément despotiques? Ou au contraire étaient-ils plutôt que des esclaves, des ouvriers, des artisans et des commerçants qui échangeaient leurs produits contre des biens alimentaires issus des domaines agricoles égyptiens? Est-ce qu'on peut répondre d'ailleurs objectivement à ces questions grâce à l'archéologie, ou doit-on se contenter de ce que raconte le récit biblique? S'il existe bien un sujet sur lequel il est très difficile de démêler le vrai du faux, c'est bien celui du séjour des Hébreux en Égypte et de leur asservissement, je vais mettre des guillemets, par le pouvoir pharaonique. C'est une véritable gageure, je vous l'avoue, que je vais tenter de relever aujourd'hui, mais sachez une chose, il n'existe, écoutez bien, aucun texte, aucune mention, à ce jour retrouvée, d'esclaves hébreux en Égypte. Eh bien, on va voir ça dans le détail. Les Hébreux en Égypte, c'est la nouvelle émission 5000 ans d'histoire, c'est parti. La tradition populaire, via la Bible, a donc associé l'épisode des Hébreux en Égypte au plus grand pharaon qui ait jamais régné sur le pays du Nil, à savoir Ramsès II, celui que tout le monde connaît. Les textes antiques et modernes s'accordent pour le dénoncer comme celui qui a fait vivre un véritable enfer aux malheureux fils d'Israël en les faisant travailler sur des chantiers, les chantiers de ces innombrables palais, temples ou encore ouvrages d'urbanisme frappés par des contremaîtres forcément violents, affamés, assoiffés et évidemment harassés de fatigue. C'est lui qui apparaît dans les nombreux romans, opéras et films qui s'attachent à faire revivre cet épisode capital de l'histoire juive et puis derrière de l'histoire chrétienne forcément. Mais était-ce vraiment lui, le pharaon de l'Exode ? Étrangement, c'est pas sous son règne qu'on trouve la première mention des fils d'Israël, mais sous celui de son fils, le pharaon Merempta. La mort du grand pharaon Ramsès II est considérée par beaucoup de peuples vassaux de l'Égypte comme la fin d'une époque. Chaque changement de règne, d'ailleurs, il faut le savoir, est propice à un soulèvement parce que le pouvoir du nouveau souverain n'est pas encore bien assuré. Alors là, je vous renvoie à nos 10 heures d'émission. Or, malgré la nombreuse descendance de Ramsès II qui aurait pu favoriser les luttes pour sa succession, la passation de pouvoir semble se dérouler cette fois de façon pacifique. C'est le 13e fils de Ramsès II, Merempta, qui monte sur le trône. Il a déjà, je vous l'avais dit, une 60aine d'années. Avant de devenir roi, il a été général, puis général en chef. Cette expérience militaire est aussitôt mise à l'épreuve. Dès la 2e année de son règne, Canaan se révolte contre le joug égyptien. Le nouveau pharaon lance aussitôt ses armées à l'assaut du Proche-Orient. C'est comme ça que ça se passe à cette époque-là, pour rétablir l'ordre dans la région. L'armée égyptienne est préparée à cette révolte et les opérations militaires menées par un homme d'expérience sont évidemment couronnées de succès.
Le pays de Canaan est un point stratégique, capital pour l'Égypte. Il lui procure le bois d'œuvre destiné à la construction de grands monuments et des bateaux, des céréales en grande quantité, de l'huile, du vin, du bétail, de la main-d'œuvre peu onéreuse, et puis des mercenaires. Les marchandises empruntent la voie maritime ou la grande voie côtière qui longe la côte de la Palestine. La révolte de Canaan met donc en péril un commerce prospère et, je dirais même, l'édifice diplomatique lui-même. Les pharaons de la 19e dynastie ont renforcé la présence militaire égyptienne accrue dans la région durant la 19e dynastie, tout en accentuant l'égyptianisation, si je puis dire, des élites et en multipliant les temples dédiés à des divinités égyptiennes, notamment à Timna et à Gaza. Les troupes sont éparpillées donc dans tout le pays, dans les forteresses, les postes frontières et les villes principales, constituant une formidable même force de frappe mobile. La campagne militaire conduite par Meremptah est décrite dans la dernière partie d'un texte inscrit sur une stèle, dite stèle d'Israël, retrouvée dans le temple funéraire du roi à Thèbes, ainsi que dans une série de reliefs de la partie extérieure du mur ouest, de la cour, de la cachette du temple de Karnak. Vous savez qu'on est toujours très précis dans ces émissions. 3 villes cananéennes sont nommées, on a Ascalon, Gézer et Yénoam. Ascalon et Gézer sont situées sur la route qui vient d'Égypte. Le voyageur ou le marchand égyptien qui souhaite traverser la terre de Canaan est obligé de passer par ces 2 villes. Gézer est un carrefour d'où partent les pistes qui traversent les monts de Judée. Il constitue en plus les verrous stratégiques qui ferment l'accès à la plaine côtière. Quant à Yénoam, elle se trouve plus au nord, à quelques kilomètres au sud-ouest du lac Tibériade. En février 1896, alors qu'il est en train d'effectuer des fouilles sur la rive ouest du Nil, sur le site de Thèbes, l'égyptologue William Flinders Petrie tombe sur une extraordinaire stèle en granit noir qui chante justement les victoires de Meremptah. Il passe un après-midi entier à recopier les inscriptions qui courent sur la surface de la pierre. Sa traduction semble plutôt facile, pourtant il bute sur un mot étrange qu'il ne connaît pas. Isirar. Isirar ? Alors il réfléchit, mais c'est bien sûr, c'est Israël. Ces paroles qu'il est en train de traduire, ce sont celles de Meremptah en personne. Il proclame « Canaan a été razzié de la pire manière, Ascalon a été enlevé, Gézer a été vaincu, Yénoam est comme si elle n'avait pas existé, Israël est dévasté, sa semence n'existe plus. » Il sent que cette stèle sera la plus connue dans le monde que tout ce qui a été trouvé et tout ce que j'ai trouvé par ailleurs. C'est ce qu'il écrit d'ailleurs, et il a raison. Cette fin du 19e siècle est marquée par la montée d'un profond scepticisme à cette époque-là, surtout dans les milieux protestants fondamentalistes. On n'hésite plus, en fait, à remettre en question toute l'histoire sainte. La société s'entre-déchire pour savoir si tout ce qui est écrit dans la Bible est le rapport d'événements ayant vraiment eu lieu ou s'il s'agit en fait d'un recueil de fables et de contes anciens. Tous les regards se posent alors sur l'archéologie biblique, qui est encore balbutiante évidemment à cette époque-là, et ils attendent de voir si elle est en mesure de confirmer ou d'infirmer les épisodes bibliques ou au contraire donc de les rejeter. La découverte de Petrie revêt donc une importance historique, vous comprenez bien, capitale même. Pour la première fois, des fouilles archéologiques mettent au jour un document non hébraïque qui mentionne le nom Israël. Ainsi, la Bible n'est pas un livre fantastique et Israël a bel et bien existé. Quelle découverte, vous imaginez bien. Mais alors, de quel Israël parle le pharaon ? D'une nation unifiée ou d'un peuple ? L'analyse approfondie du texte suggère qu'il s'agit plutôt d'un groupe de semi-nomades contrôlant le nord des zones montagneuses qui dominent la plaine côtière. Le sud se trouve, lui, entre les mains d'un autre groupe de nomades, les Chazous. C'est un peuple difficile à atteindre, qui peut à tout instant menacer les grands axes de communication, qui permettent aux Égyptiens d'accéder au cœur de Canaan. Les lieux et le peuple d'Israël sont en fait cités dans un ordre qui suit non seulement l'agencement géographique du plus proche au plus éloigné, mais aussi l'ordre de déroulement des principales opérations militaires de Meremptah. La stèle n'énumère pas tous les États et villes de Canaan, mais seulement ceux où la révolte a commencé et les lieux où des affrontements ont été les plus violents. L'armée égyptienne longe la côte, traverse Gaza puis reprend Ascalon et Gézer, d'où partent des pistes permettant
de traverser les monts de Judée et d'atteindre la région de Jérusalem, au cœur des territoires contrôlés justement par Israël. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.